Bonjour à tous les deux avec nous pour ce club. Pablo Pio-Vivien, bonjour Pablo. Bonjour. Merci d'être là. Ben voilà, ça vous êtes coordonnés. Exactement. Rédacteur en chef de la revue Regard. Louis Morin, journaliste politique et réalisateur. Bonjour Louis. Bonjour. Ça va? Ça va. Allez, on va parler avec vous de la justice des mineurs. Gabriel Attal veut durcir cette justice des mineurs. Sa loi est examinée en ce moment à l'Assemblée. Elle est loin de faire l'unanimité, y compris dans son propre camp. Gérald Darmanin, lui, il veut encore plus la durcir. On va en parler. Bruno Retailleau va-t-il relancer la guerre des chefs, comme le dit l'entourage de Laurent Wauquiez? Lorraine, Bruno Retailleau, il se présente, ça y est, oui, à la tête des ça, et on va en parler tout à l'heure. C'est à suivre dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Info dans nos régions du côté du lac Léman, victime de pollution plastique. Les chiffres sont particulièrement inquiétants. Chaque année, le lac absorberait 100 tonnes de plastique. C'est ce que dévoile une étude menée en 2024 par une association scientifique franco-suisse. Elle s'est aussi intéressée à la provenance de ces plastiques et à la manière dont ils sont déversés dans le lac. Les précisions de Chloé Lemeur pour nos partenaires de Vic-Mont-Blanc. Une eau claire et limpide. À première vue, rien ne laisse ici imaginer une quelconque pollution. Pourtant, il y a quelques jours, l'Association pour la sauvegarde du Léman a dévoilé des chiffres alarmants. 100 tonnes de plastique arrivent chaque année dans le lac, soit 2 fois plus que les données estimées en 2018. Ces plastiques sont de divers types. Ce sont des macro et des microplastiques. Là, on a une plus grosse proportion de microplastiques en fait. Ces microplastiques sont issus, entre autres, des poussières de pneus. 33 tonnes arrivent dans le Léman par ce biais. Mais également des peintures utilisées pour les bâtiments. Également les mégots, les emballages à usage unique, enfin toute une panoplie en fait de types de plastique très différents. Mauvaise gestion, contamination volontaire ou non, fuite accidentelle ou encore perte lors de l'utilisation du produit. Cette étude menée par le bureau Earthfaction détaille aussi d'où proviennent ces plastiques. Selon le rapport, 83% d'entre eux se déversent dans le Léman via le ruissellement des eaux sur les sols perméables. Pour l'association, il y a donc urgence à enrayer ce phénomène. On a travaillé sur des trajectoires possibles, sur des actions à mettre en place, que ce soit tant en amont, c'est-à-dire par exemple des interdictions de certains types de plastiques, ou alors des incitations à changer certaines pratiques, de pouvoir aussi par exemple proposer des nouveaux matériaux à la place des plastiques utilisés, d'améliorer aussi la gestion des déchets, d'améliorer les infrastructures et également une volonté de communiquer, de sensibiliser tant le public mais aussi les autorités, de donner des outils aux gestionnaires pour qu'on puisse faire changer les choses. Autant de scénarios exposés dans l'étude qui permettraient de réduire de 75% la présence de plastique dans le Léman d'ici 2040. Allez, un mot sur ce sujet, Pablo et Louis, je sais que ça va vous faire réagir. Et cette inquiétude, évidemment, sur cette pollution plastique dans ce lac mythique. Tout à fait, et c'est même cette pollution, le problème de la pollution au microplastique est un problème mondial. Je veux dire, on en retrouve dans à peu près toutes les eaux, on en retrouve aussi dans toutes les terres, avec des conséquences, ça n'a pas tout à fait été dit dans votre reportage, mais avec des conséquences catastrophiques à la fois sur l'environnement, je pense notamment à la faune et la flore, qui subissent, ça subit des altérations énormes en fait pour la faune et la flore, et bien évidemment pour les humains. Alors moi je suis particulièrement inquiet quand j'entends ce type de reportage, parce que là on parle du lac Léman, mais vous avez des pays... L'Union européenne a décidé d'agir contre les microplastiques et des directives qui ont été... rédigé pour essayer de mettre en place, interdire à la fois certains microplastiques et mettre en place des alternatives. Mais on a un vrai problème aujourd'hui avec les États-Unis. Les États-Unis qui ont décidé de n'avoir plus rien affiche en fait de la pollution aux microplastiques. J'en veux pour preuve une publication la semaine dernière de Donald Trump qui a réautorisé les pailles en plastique qui avaient été interdites par l'administration Biden. Donald Trump s'est
c'est fendu d'un argumentaire assez, comment on dit, direct, en disant on va réintroduire les pailles en plastique parce que de toute façon ça marchait pas autrement. Et puis de toute façon, il a jamais été prouvé que le plastique faisait mourir les requins. Voilà. Et point. Donc, on réintroduit les pailles en plastique. D'accord, Donald. Alors, il l'a réintroduit que pour le gouvernement fédéral. Hein. C'est pas plus profond que ça, mais on voit très bien la direction qui est prise aujourd'hui par l'administration américaine sur tous les sujets, notamment écologiques et notamment la question des microplastiques. Donc, il faut vraiment continuer à essayer d'être moteur du côté européen sur cette question parce que c'est un fléau mondial et particulièrement profond qui met surtout des années et des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années à se résorber. Le microplastique, il ne disparaît pas comme ça lorsqu'il est dans des milieux aquatiques. C'est un vrai problème. Et effectivement, il y a la question des plastiques à usage unique dont Pablo est particulièrement sensible et ça se comprend. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la pollution au microplastique du lac Léman, c'est 60%, c'est d'origine textile. Donc le vrai problème, il vient non pas des États-Unis, mais il vient de Chine. C'est ça le vrai problème, c'est les industries à bas coût textiles qui se développent, parce qu'on le sait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de vêtements low cost qui sont produits en Chine pour des prix absolument dérisoires par des grandes usines qui sont vendues sur des sites internet qui viennent d'émerger d'ailleurs. Hein. Il y a quelques années, Temu, Shine, pour en citer que deux, qui sont extrêmement populaires chez les plus jeunes, sur lesquels vous achetez des vêtements parfois à moins de 10 euros. À moins de 10 euros, vos vêtements, c'est que du plastique. C'est que du plastique. Et ça vieillit extrêmement mal. Quand ça se vieillit, quand ces vêtements-là vieillissent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, évidemment, il y a une désagrégation du plastique. Et où est-ce que ça va ? Eh bien, mécaniquement, ça va dans les eaux. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et donc, pour lutter contre les microplastiques, il faut avant tout lutter contre ces industries textiles low cost qui ne respectent pas les mêmes règles environnementales que celles qu'on impose à nos producteurs européens ou à nos producteurs français. Donc c'est à nouveau un problème de dumping social et environnemental qu'il faut prendre à bras-le-corps au niveau de l'Union européenne. Et ce qu'il faut faire, c'est pourquoi pas réfléchir à toujours plus de réglementation, mais la réalité, c'est qu'il ne suffit pas de durcir et d'inventer de nouvelles réglementations. Ce qu'il faut faire, c'est véritablement des mesures incitatives. C'est-à-dire que déjà, il faut évidemment que la réglementation soit homogénéisée à la fois pour nos producteurs comme pour l'importation, mais il faut surtout faire en sorte que si vous produisez des vêtements qui sont polluants ou si vous en achetez, eh bien vous payez une taxe supplémentaire qui doit être réinvestie intégralement pour lutter contre cette pollution là où on la retrouve. C'est un système de bonus-malus. On passe à... Excellent. Excellent, je valide Pablo, totalement ce que vient de dire. On passe à un sujet qui va plus vous opposer. La justice des mineurs, puisque Gabriel Attal souhaite durcir cette justice des mineurs. Hier soir, les députés ont commencé à examiner son texte. Gérald Darmanin, il fait également des propositions. Il souhaite les introduire lors de l'examen du texte au Sénat. On voit ça avec Adrien Pain. 2 ans après, le texte se veut une réponse aux violences urbaines qui ont suivi la mort du jeune Naël. Et hier soir, Gabriel Attal commence d'ailleurs par évoquer un autre drame, le meurtre d'Elias, un adolescent poignardé en janvier à Paris. Il y a quelques jours, dans notre pays, un jeune de 14 ans a été tué à coups de machette pour son téléphone portable. Évidemment, ce texte n'a pas été rédigé ou déposé après ce drame. Mais c'est un drame de plus, c'est un drame de trop. Et oui, je crois que nous devons à la famille d'Elias la gravité dans les échanges que nous avons ce soir. Sa proposition de loi reprend des mesures qu'il a annoncées au printemps dernier, alors qu'il était Premier ministre. Elle prévoit de durcir la justice pénale pour les mineurs, avec dans certains cas une comparution immédiate pour les mineurs de plus de 16 ans ou des sanctions aux parents. Mais pour la gauche, ce durcissement ne passe pas. Elle a largement détricoté le texte en commission. Le gouvernement, au lieu d'affronter la réalité, préfère surenchérir avec l'extrême droite, parler de sévérité quand il faudrait parler d'espoir. Mise en difficulté à l'Assemblée, le gouvernement compte sur le Sénat pour durcir ce texte. Nous aborderons la proposition de loi déposée par Gabriel Attal à l'Assemblée nationale et ici dans cet hémicycle avec la volonté de l'enrichir encore plus de fermeté. J'aurai l'occasion, j'imagine, avec vous, de montrer que la fermeté et l'éducation vont ensemble. Parmi les propositions du garde des Sceaux, celle d'instaurer une mesure de couvre-feu pour les mineurs délinquants ou encore celle d'une aide éducative aux parents.
L'examen se poursuit pour le moment à l'Assemblée nationale. Le texte arrivera fin mars au Sénat. Pablo, faut-il durcir la justice pour les mineurs ? Alors, je suis pas sûr qu'il faille prendre le problème de l'augmentation de la délinquance des mineurs et surtout de l'augmentation de la violence parmi les délinquants mineurs par ce bout-là. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez les experts, à commencer par les personnels de justice, mais aussi une partie de la police, ce qu'ils demandent, c'est plus de moyens pour faire appliquer les peines qui, aujourd'hui, sont prises à l'encontre de jeunes mineurs qui seraient des délinquants. Ce que je veux dire, c'est que lorsque un juge décide un placement pour observation d'un jeune, observation qui peut être psychologique, un suivi psychologique, ou un placement dans un établissement particulier parce que voilà, vous avez un jeune qui est en voie de déscolarisation, voire de désocialisation, un jeune qui est violent, eh bien le plus souvent, ce n'est pas suivi des faits. C'est-à-dire que vous avez une décision d'un juge qui n'est pas suivie des faits. Et je vais même vous dire, ça va pire, parce que vous avez la PJJ, la protection de la justice, de la jeunesse. Protection judiciaire, je crois. Judiciaire de la jeunesse, exactement, qui est une administration qui a subi un plan social à l'été 2024, au moment même où, justement, vous aviez Gabriel Attal qui était Premier ministre. Donc aujourd'hui, il s'enquiert en fait de ces mineurs, de cette délinquance des mineurs, mais il a laissé advenir un plan social à l'été dernier. Donc il y a une espèce de double discours comme ça qui, à mon sens, est complètement paradoxal et orthogonal, parce que augmenter à chaque fois les peines pour les mineurs, faire sauter alors on dit l'excuse de minorité, mais en fait c'est juste la prise en considération que ce ne sont pas des majeurs. Eh bien, tout cela, je ne suis pas certain. Non, mais parce qu'on dit excuse de minorité, mais en fait, c'est des mineurs. C'est des mineurs. Excuse de minorité, oui. Mais c'est pas dans la loi. Enfin, c'est comme ça qu'en parlent les gens, les politiques sur les plateaux. Mais c'est juste prendre en considération que ce sont des mineurs. Je ne sache pas que en augmentant les peines, on puisse diminuer la délinquance. Vous avez des pays, je prends par exemple le Venezuela, où les peines, y compris pour les mineurs qui commettent des crimes et des délits, sont particulièrement élevés. Pour autant, ils ont un taux c'est un des pays les plus criminogènes du monde. Voilà. Donc il n'y a pas de corrélation entre la peine et le caractère très criminogène. clair, ça fait 80 ans qu'on essaye le laxisme. L'ordonnance de 45, c'était il y a 80 ans. Voilà, ça fait 80 ans. Le laxisme, l'ordonnance de 45 ? Mais oui, c'est une forme de laxisme. Pardon, parce qu'effectivement, l'excuse de minorité, quand vous avez des mineurs qui sont ultra violents et qui, sincèrement, n'ont plus rien de mineurs. À 17 ans, vous avez des mineurs qui sont constitués physiquement comme des majeurs, qui sont dans une culture de la délinquance, de la violence depuis déjà tellement longtemps qu'effectivement, ils n'ont plus rien de mineur. Et il n'y a plus aucune raison pour laquelle certains bénéficient toujours de cette excuse de minorité. Alors l'idée selon laquelle il faut revenir dessus est probablement effectivement une bonne idée, parce que quand vous voyez effectivement dans le cas par exemple du meurtre du petit Elias, c'est-à-dire un mineur de 17 ans qui commet ce meurtre alors même qu'il est déjà connu des services de police et qu'il a déjà été condamné, qui n'a jamais été en prison, qui commet ce meurtre et que, parce qu'il y a l'excuse de minorité qui va s'appliquer de manière automatique, il va bénéficier d'une peine qui lui permettra probablement de sortir de prison avant ses 30 ans, alors qu'il a tué un gamin et placé toute une famille dans une situation où c'est une condamnation à vie, eh bien effectivement, ça crée un sentiment que la justice des mineurs est défaillante. Et au-delà de ce sentiment, c'est effectivement un message aussi qui est envoyé à tous les mineurs qui veulent être condamnés, on leur dit, enfin qui sont susceptibles d'être condamnés, où on leur dit finalement indirectement, vous pouvez y aller, de toute façon vous ne risquez rien, ou vous risquez une peine qui n'est pas réellement dissuasive. Donc il y a l'excuse de minorité, il y a la comparution immédiate pour les mineurs entre 16 et 18 ans, qui est là aussi une vraie question, parce que le problème, c'est que lorsque la sanction arrive 1 an ou 2 ans après les faits, eh bien évidemment, elle n'a pas la même portée. Et puis enfin, il y a quand même aussi le renforcement des sanctions à l'égard des parents, qui est probablement là aussi une situation indispensable si on veut véritablement s'attaquer au problème. Juste un point sur la comparution immédiate. La comparution immédiate, moi je trouve extraordinaire en fait qu'on en fasse. À chaque fois, là, ça fait plusieurs années que
qu'à chaque fois, on étend en fait les possibilités de comparution immédiate. Là, on pense donc du coup pouvoir l'étendre, y compris aux mineurs. La comparution immédiate, c'est l'escamotage en fait de la stricte procédure de droit. C'est-à-dire qu'on dit bon bah attendez, d'habitude on prend du temps pour l'instruction, on prend du temps pour la possibilité de l'élaboration d'une défense digne de ce nom, et la comparution immédiate, c'est de dire bon bah non, tout ça au revoir, ça passe par pertes et profits. Et puis sous prétexte que il y a un fait, normalement la comparution immédiate, c'est quand le fait est absolument évident et donc on peut faire une comparution immédiate. Et bien sous ce prétexte-là, on fait une justice en fait réduite. Mais la question c'est jusqu'à quel point en fait on va réduire en fait toutes ces possibilités de véritablement remplir les procédures qui fondent aujourd'hui notre état de droit. Sur la question de l'excuse de minorité, la promesse et le fait que tu disais Louis, quand il y a quelqu'un qui commet un crime ou un délit, au bout d'un moment il va ressortir de prison et tu te dis bon bah il est rentré à 20 ans ou à 17 ans et puis il va ressortir à 30 ans. C'est un des fondements en fait de la promesse républicaine, c'est-à-dire de dire le fondement c'est pas de dire voilà vous pouvez tuer quelqu'un et ressortir dans moins de 10 ans. Voilà, c'est pas ça le fondement de la promesse républicaine. Il ne faut pas tout inverser et tout porter à son excès. Le fondement tout ce qui est excessif est insignifiant et effectivement le problème c'est que si vous donnez des excuses de manière complètement excessive ce ne sont pas à des mineurs de 17 ans, en fait c'est un peu plus l'excuse de minorité, c'est ça. C'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que ça avait bien été d'ailleurs expliqué en son temps par Robert Badinter lorsqu'il était garde des Sceaux et qu'il avait fait sauter, qu'il avait combattu la peine capitale. Il avait très bien expliqué que le fondement en fait de notre République, c'est de dire un homme et une femme peuvent changer. C'est-à-dire à partir d'un moment, et c'est compliqué et il faut tenir là-dessus. Et je sais que lorsqu'il s'agit d'un crime particulièrement atroce qui est commis par un homme ou par une femme, mineur ou pas, il est compliqué d'imaginer qu'un jour ils vont sortir de prison. Non mais Pablo, l'esprit de cette loi n'est pas de dire l'inverse. L'esprit de cette modification et de cette suppression de l'excuse de minorité, c'est pas de dire voilà de toute façon ces jeunes délinquants ne changeront jamais. C'est simplement de dire que ces jeunes délinquants changeront peut-être un jour, mais que la peine... Mais que ça change tout s'ils sortent dans 10 ans ou dans 20 ans. Bien sûr bien sûr. Non, bien sûr. Je suis vraiment désolé, mais je ne comprends pas. Pour un meurtre, être condamné à 10 ans de prison, effectivement, ça paraît dérisoire. À 20 ans, ça te paraît assez. Au nom de quoi ? Mais enfin... Au nom de quoi ? Une vie, c'est 20 ans ? Une vie, c'est beaucoup plus, Pablo. Voilà. C'est beaucoup plus, Pablo. Et donc, quelle est la solution de Louis Morin ? C'est de dire, on va laisser ad vitam aeternam dans la prison. C'est pas la solution de Louis Morin. Déjà, c'est la solution qui est proposée aujourd'hui dans une proposition de loi. Et ensuite, effectivement, c'est de se dire qu'il faut une sanction qui soit véritablement dissuasive et qui protège la société. Moi, ce que je dis, c'est l'inverse. Moi, ce que je te dis, c'est réfléchissons. S'il ressort dans 10 ans et qu'il commet un nouveau crime, c'est une défaite pour la République, c'est une défaite pour la société. Et la réalité, c'est que c'est ce qui se produit. Tout à fait. C'est ce qui se produit actuellement. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est mettons les moyens, précisément, pour que dans ces 10 ans ou dans ces 20 ans, dans ce temps qui est passé en prison, dans ce temps de privation de liberté, eh bien, on ait en main, en fait, des outils qui permettent à la personne, lorsqu'elle sort de prison, de ne pas recommettre un autre délit ou un autre crime. Et pour l'instant, ça, il n'y a absolument rien qui est mis sur la table. On va être d'accord là-dessus, il faut davantage d'investissement dans le régalien. Exact. Ça, c'est une certitude. Oui, dans le régalien et dans, qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui rentre en prison ? Et aujourd'hui, on ne sait pas. Le budget de la justice n'a jamais autant baissé que depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir. Le problème de la droite, c'est qu'ils passent leur temps à vouloir mettre les gens en prison, mais jamais ils réfléchissent à qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sortent de prison. Or, une personne qui rentre en prison, à un moment, elle sortira de prison. Il faut avoir ça en tête. On va parler de Bruno Retailleau, du candidat à la présidence des LR désormais, puisque Lorraine, il s'est déclaré candidat hier. Il a annoncé par un courrier aux militants. Oui, aujourd'hui, je veux faire pour mon parti ce que je fais à la tête de mon ministère. Parler vrai et agir vite. Le ton est donné. Vous venez de l'entendre. Bruno Retailleau entend récupérer le poste vacant depuis le départ d'Éric Ciotti, poste qu'il avait convoité en 2022 face à ce même Éric Ciotti, sans succès. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même histoire. Comme l'explique lui-même Bruno Retailleau, il était à la rencontre des jeunes militants du Parti Les Républicains hier soir dans un bar parisien. Je souhaite que la droite retrouve sa fierté. On voit bien à travers ses victoires d'ailleurs dans un certain nombre de circonscriptions, en tout cas d'élections partielles, qu'il y a un réveil de l'électorat de droite. Et on sent très bien aussi que beaucoup de gens de droite retrouvent une fierté. Eh bien cette fierté, je veux absolument la consolider pour préparer l'avenir.
Et puis il faut reconnaître que Bruno Retailleau connaît une ascension fulgurante. 5 mois après sa nomination à Beauvau, l'ancien patron des sénateurs LR s'est imposé comme le leader de la droite. C'est ce qui ressort d'un sondage OpinionWay pour Force républicaine, le mouvement de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau apparaît comme la personnalité préférée pour présider LR. 24% des Français, devant Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, 13%. Et si on se projette encore plus loin, en 2027, par exemple, au hasard, Bruno Retailleau apparaît comme le meilleur candidat LR pour succéder à Emmanuel Macron, pour 23% des Français, encore plus pour 36% des électeurs de droite. Mais selon le sénateur Marc-Philippe Daubresse, même si la tendance est en faveur de Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez n'est pas battu d'office. On l'écoute. Les jeux ne sont jamais faits d'avance. Vous avez vu ce qui s'est passé et ce qui a abouti à l'élection funeste d'Éric Ciotti que j'ai combattu à l'époque et j'avais raison. Donc une élection, ça reste une élection. Il y a des dynamiques d'élection. Il peut se poser de différents problèmes. Il faut évidemment faire campagne jusqu'au bout. De quoi susciter quelques inquiétudes chez Laurent Wauquiez, évidemment, Lorraine, et déclencher une nouvelle guerre des chefs. Oui, mais pour Bruno Retailleau, il le dit, je veux faire gagner nos idées. Pour cela, je veux rassembler. Je ne veux pas de nouvelles déchirures et de nouvelles blessures dans notre parti. Ça, c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Et c'est ce qu'il a maintenu hier soir, toujours devant les jeunes partisans de son mouvement. Que je m'engage dans une guerre, dans un conflit. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui me connaissent, ça n'est absolument pas mon tempérament. Absolument pas. Donc, pour faire une guerre, il faut être deux. Mais moi, il n'y aura pas de combattants de mon côté. Alors évidemment, Laurent Wauquiez ne l'entend pas de cette oreille. Lui qui est chargé d'une mission de refondation du parti, il devrait se porter candidat dans les prochains jours. Sachez en tout cas qu'un congrès est prévu au printemps pour désigner le président des Républicains. On devrait connaître la date a priori lundi prochain. Et cette échéance politique aura une incidence de taille dans le choix du prochain candidat de la droite pour l'Élysée. Merci Lorraine. Louis, vous suivez, vous, Bruno Retailleau depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, pour un documentaire. Est-ce qu'il a accéléré dans la dernière ligne droite pour présenter sa candidature hier, ou c'est une stratégie mûrement réfléchie? Non, il n'a pas accéléré. Et tout d'abord, sincèrement, il faut bien se mettre en fait dans la psychologie à la fois du personnage de Bruno Retailleau, mais en même temps dans ses urgences quotidiennes. C'est-à-dire qu'il est ministre de l'Intérieur avant tout, et il est vraiment occupé au jour le jour par les responsabilités qu'il a. Il se trouve que depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, sa popularité est en nette croissance. Qu'autour de lui, il a de plus en plus de soutien, à la fois évidemment parmi les militants, et hier, donc effectivement, on y était pour suivre son lancement en campagne, mais aussi et surtout parmi les parlementaires, parmi les élus locaux. Au Sénat, par exemple, vous avez 130 parlementaires LR. Sur les 130 parlementaires LR, vous en avez une centaine qui soutiennent ouvertement Bruno Retailleau. Et ça fait donc plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'autour de lui, tout le monde l'incite à se porter candidat à la présidence de LR. Si les gens l'incitent autour de lui à faire cette démarche, ce n'est pas uniquement pour aller prendre un poste supplémentaire. C'est tout simplement parce qu'ils estiment que c'est celui qui a le plus de chances aujourd'hui de porter haut leur couleur politique en vue des prochaines échéances. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le confort pour Bruno Retailleau, ce serait au contraire de ne rien faire. Ce serait de se dire, moi je reste les bras croisés et j'attends la suite puisque je suis ministre de l'Intérieur. En tant que ministre de l'Intérieur, tout me réussit pour le moment. J'ai de bons sondages. Les Français sont plutôt contents de la politique que je suis en train de mener. Donc autant que je reste là où je suis, j'attends que les choses se passent. Mais la réalité, c'est qu'il a été pressé par son entourage de faire mouvement pour les prochaines élections. Guerre des chefs. Si vous voulez, quand vous connaissez Bruno Retailleau, il n'est pas du tout dans la stratégie. Mais c'est pas quelqu'un qui est en train de se dire, comment est-ce que je vais pouvoir porter un coup à mon adversaire potentiel? Jamais. Mais en se présentant là au LR, il vise 2027, clairement. Alors, moi, je ne suis pas dans sa psychologie personnelle, évidemment. Et ce qui est certain, c'est que quand vous prenez la tête d'un parti, c'est une machine à élection. Donc quand vous prenez la tête d'un parti, il y a quand même un dessein politique qui se fait derrière. Pablo.
Tout à l'heure, sur votre plateau, Sophie Primas, qui est porte-parole du gouvernement, mais aussi membre du bureau des LR, a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit il faut à la droite un projet. C'est ça qu'on va rechercher dans cette élection d'un nouveau président pour les LR. Et je pense qu'elle a tout à fait raison. Aujourd'hui, les LR, on ne sait plus trop où est-ce qu'ils habitent. Et c'est le problème que j'ai avec la candidature de Bruno Retailleau, c'est que certes, il est ministre de l'Intérieur, ministre des OQTF, ministre de la Fermeté, ministre de l'autorité de la police, tout ce que vous voulez. Mais enfin, est-ce que ça fait un projet pour la France ? Je ne suis pas certain. Et si vous enlevez à Bruno Retailleau le programme du Rassemblement national, qu'est-ce qui lui reste ? Pas grand-chose. Et c'est ça, le problème. Honnêtement, Pablo, oui. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça de Bruno Retailleau. Alors, qu'est-ce qu'il raconte sur le reste ? Non, mais sur le programme du Rassemblement national et le programme LR incarné par Bruno Retailleau, il y a justement énormément, en réalité, il y a peut-être le plus grand fossé qu'il peut y avoir entre deux programmes. Ah bon ? Pourquoi ? Bien sûr, le programme du Rassemblement national, c'est un programme hyper interventionniste, c'est un programme quasi socialiste, sur le plan, bien sûr. Mais alors, Bruno Retailleau est beaucoup moins interventionniste, il est beaucoup plus libéral. Économiquement, il y a un énorme fossé. Et effectivement, sur les sujets de sécurité, vous pouvez vous dire tout simplement que, il y a une certaine forme de convergence. Mais sur les sujets de sécurité, la réalité, c'est que ça correspond avant tout à la demande des Français. Lorsque vous voyez que 70% des Français veulent plus de fermeté, que plus de quasiment 80% veulent plus de fermeté migratoire. Du populisme. Non, c'est pas du populisme. C'est simplement de répondre aux aspirations et aux préoccupations des Français, et notamment ceux qui vivent la délinquance au quotidien. La proposition politique, c'est faire un projet et ensuite, il y a des élections pour savoir si les gens sont en raccord avec ce projet. Le populisme, c'est de dire, attendez, vous voulez quoi ? Bon, allez, tenez, je vous le donne. Et c'est pas ce que fait Bruno Retailleau. Il a des positions qui sont constantes et qu'il avait déjà eu l'occasion, du temps où il était sénateur et président de groupe au Sénat, d'exposer. Vous reviendrez en débattre, parce que ça fait que commencer le feuilleton chez les LR. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Lorraine, on commence par ce drame à Grenoble. Oui, en une du Dauphiné, libéré cette attaque dans un bar hier soir qui a fait 12 blessés, dont 2 au moins en urgence absolue. Selon le procureur général, l'assaillant qui a lancé une grenade était aussi en possession d'un fusil d'assaut de type Kalachnikov. Il est toujours en fuite. La piste terroriste a été écartée. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a condamné avec la plus grande fermeté, je cite, cet acte criminel d'une violence inouïe. Autre drame hier soir, cette fois à Colomiers. Un homme d'une trentaine d'années a été abattu à l'arme lourde sur un parking. 2 hommes en moto est également activement recherché. On va à Marseille. Oui, Marseille à l'heure indienne, capitale de la Méditerranée. Voilà les unes de la Provence et de la Marseillaise. Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi étaient dans la cité phocéenne hier, l'occasion d'inaugurer le premier consulat indien de France, mais pas seulement. D'autres sujets ont été abordés, comme le nucléaire civil, le transport maritime ou une coopération bilatérale. Mais finalement, il y a eu peu d'annonces. Pourtant, Emmanuel Macron l'assure, Marseille est au cœur de ce partenariat entre la France et l'Inde. Le futur d'une nouvelle économie se joue ici, a-t-il confié à nos confrères de la Provence. Et pendant ce temps-là, la gauche met François Bayrou sous pression concernant l'affaire Betaram, du nom de l'établissement catholique dans les Pyrénées-Atlantiques, où une enquête a été ouverte pour des agressions sexuelles et des viols commis sur des élèves. 112 plaintes précisément pour des faits qui se seraient produits entre 1970 et 2010. Alors est-ce que François Bayrou savait ? En tout cas, le Premier ministre et maire de Pau est mis en cause par Mediapart pour son inaction face à ces accusations. Jamais je n'ai eu la moindre information, ça c'est ce qu'il nous dit, François Bayrou. Mais les députés socialistes ont demandé que toute la lumière soit faite sur cette affaire. En une de la presse régionale également, les fermetures de classes, enseignants et parents d'élèves. Oui, c'est le choix du bien public du journal de Saône-et-Loire et de Sud-Ouest. C'est dire que la perspective de supprimer des postes touche les 4 coins de France. 470 postes menacés. La tension monte à l'approche des négociations sur la carte scolaire. Un mot rapidement sur l'Ukraine. L'Ukraine, le point de bascule, titre le Télégramme. Et cette photo de Volodymyr Zelensky, le président
ukrainien a de quoi être inquiet. Après un long échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, le président des États-Unis a exclu l'envoi de troupes américaines et puis il envisage aussi d'arrêter le financement de l'Ukraine. De son côté, depuis Bruxelles, c'est le chef du Pentagone qui a demandé à l'Europe de s'engager beaucoup plus militairement et financièrement. Et puis on va terminer, Oriane, par une petite image. Je sais que ça va vous faire plaisir. Le carnaval Même pas. de Nice, pas loin. qui débute officiellement ce week-end. Mais déjà hier, il y avait 2500 personnes pour un charivari. Eh oui, carnaval de Nice. Merci beaucoup, Lorraine. Merci, Pablo. Merci, Louis. Merci à tous de nous avoir suivis à 18h. Vous avez rendez-vous avec Sens Public. On se retrouve demain.